welcome, bienvenue, willkommen. Before we start, this event will be in French. So if you don't understand or speak French, there's a translation available in English. So I think you would have to get headphones maybe. I don't know how it works exactly. But this event will continue in French. So just let you know. Ok, bonjour et bienvenue au nom de l'Institut français lors de cette table ronde, les luttes féministes et la littérature. Je m'appelle Julia Korbek, je suis auteure et journaliste et j'écris notamment sur les sujets féministes et sur les questions des femmes, sur l'égalité des sexes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter l'engagement féministe dans la littérature avec deux femmes formidables. L'écrivaine et activiste camerounaise Djaïli Amadou Amal, bienvenue, et la lectrice allemande Johanna Links. Initialement, l'écrivaine palestinienne Adiana Shibli faisait aussi partie de cette table ronde, mais à cause de la situation actuelle politique, elle n'est pas sur place. Et vous avez sans doute suivi avec attention la discussion et la couverture médiatique. C'est compliqué, on peut le dire. Quand même, on ne voulait pas annuler cet événement parce que le sujet est si important et si intéressant. Et donc, la discussion aura lieu sans Adiana Shibli. Je suis très désolée. Mais bon, avant de nous lancer dans la discussion, j'aimerais présenter mes deux invités. D'abord, c'est Djaïli Amadou Amal. Elle est une militante féministe et écrivaine camerounaise, mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage forcé. Elle est profondément familière avec les enjeux et les difficultés des femmes au Sahel. Elle a alors publié plusieurs romans et ouvrages qui prennent pour sujet la situation des femmes au Sahel, et notamment la violence sexuelle. Son roman « Les Impatientes » faisait partie de la sélection du prix Goncourt en 2020. Les Impatientes a obtenu le prix Goncourt de Lycéen et le prix Orange du livre en Afrique et est devenu un best-seller en France. La traduction allemande Die ungeduldigen Frauen est sortie l'année dernière et c'est le premier livre de Djaïli Amadou Amal à être traduit en allemand, donc félicitations. Et en 2002, Djaïli Amadou Amal a obtenu un doctorat honoris causa de l'Université de Sorbonne Nouvelle. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Et alors, Johanna Links est lectrice allemande, mais elle est romaniste et passionnée de la France et notamment de la littérature française. Elle a travaillé pour des maisons d'édition diverses en Allemagne, entre autres Ullstein, Hoffmann und Campe, C.A. Links et Aufbau. Et au fil des années, elle s'est occupée des auteurs comme David Diop, Leonora Miano, Véronique Olmy et Sarah Jolien-Fardel. Et actuellement, Johanna Links travaille comme lectrice pour la maison d'édition Kiepenheuer und Witsch, où elle s'occupe de la littérature internationale et notamment de la littérature française. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, une question un peu plus générale. Vous êtes toutes les deux passionnées par la littérature, par les mots, par les histoires, et c'est même votre vocation professionnelle. D'où vient cet amour pour les livres et donc pour les mots en général? Djaïli. Eh bien, c'est une très, très belle question. Pour moi, ça n'avait pas été vraiment évident parce que je suis née dans une ville, donc je suis du Nord Cameroun en fait, qui est donc la partie du Sahel du Cameroun. Et donc, dans ma ville natale, il n'y avait aucune bibliothèque et aucune librairie quand j'étais petite. Et donc, trouver des livres n'était pas évident. Et donc, je suis tombée dans la lecture vraiment totalement par hasard. Bien sûr, j'ai eu la chance d'être inscrite à l'école, mais un jour, vers mes 9 ans, j'ai accompagné ma maman chez une de ses amies qui était expatriée. Et j'étais très contente d'aller chez cette amie de ma mère parce qu'elle avait des enfants et on pouvait jouer ensemble.
Mais ce jour-là, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un livre. C'était donc un livre de la collection Bibliothèque Rose. Je prends le livre et premier constat, je sais lire. Je ne savais pas que je savais lire. Deuxième constat, je comprenais ce que je lisais. Parce qu'on était aussi habitués à aller très jeune, on allait à l'école occidentale, mais on allait aussi à l'école coranique. Et donc, on apprenait, on savait lire aussi l'arabe, mais on ne comprenait pas ce qu'on lisait. Et là, je me rends compte que l'école occidentale, donc l'école normale, je comprenais ce que je lisais. Et donc, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et je me suis posé alors la question, comment je fais pour trouver des livres? Alors, je vais à l'école et je commence à en parler autour de moi ou avec mes camarades. Et il y avait une de mes camarades, vous savez, le genre de fille super énervante. Alors, je parle avec elle et je lui dis, j'ai lu un livre. Et elle se met à se vanter, elle me dit, oui, mais nous, à l'église catholique, on a des livres. Sauf que je suis musulmane. Et mon père est imam. Donc, comment entrer à l'église catholique pour trouver des livres? Et à ce moment-là, je prends une décision qui n'était pas facile pour une fille de 9 ans. Je me cache. Comme on dit chez nous en Afrique, on dit je vole la route. Donc je vais en cachette de mes parents. Je vais à l'église. Pour entrer à l'église, j'avais très peur parce qu'il y avait évidemment... l'église se trouvait dans notre quartier, mais devant l'église, il y avait un marché. Et évidemment, il y avait tout, comme on dit en Afrique, tous les tontons qui seraient prêts à aller raconter aux parents toutes les bêtises qu'on a faites. Et donc, j'ai contourné le mur de l'église, j'ai escaladé le mur, je suis entrée à l'église et c'est comme ça que j'ai eu accès à ma première bibliothèque et à tous les livres. Et j'ai continué à aller en cachette dans cette bibliothèque jusqu'à ce que mon père découvre. Et quand je lui ai dit la vérité que j'allais à l'église pour lire, il m'a simplement dit la prochaine fois, rentre par la grande porte. Et j'ai l'habitude de dire que la littérature m'a sauvé la vie. La littérature m'a sauvé, et je mesure vraiment mes mots, parce que quand j'ai été confrontée au mariage précoce et forcé, puisque j'ai été mariée très jeune à une mère de la ville et, qui avait plus de 55 ans à l'époque. Et donc, à ce moment-là, après des périodes de dépression, de tentatives de fugue, de tentatives de suicide, c'est en ouvrant un livre que j'avais la possibilité de m'évader. Et c'est le livre qui m'a fait prendre conscience que ma situation n'était pas normale et que j'avais raison de ne pas être d'accord. Et c'est grâce à l'écriture thérapeutique que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu prendre la décision d'écrire désormais et d'être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. J'ai été très long sur la question, désolée. Pas de problème, c'est passionnant en fait. Mais donc, Johanna, pour toi, c'était aussi si difficile d'accéder les livres? Non, j'imagine pas. Non, quelle belle histoire, vraiment, merci. Non, moi, c'est même tout le contraire, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille, disons, éditoriale. C'est-à-dire que même mon grand-père, il était déjà éditeur, ma mère, elle était éditrice pour la littérature russe, et mon père, il avait fondé sa propre maison d'édition de non-fiction après la chute du mur. Donc moi, j'étais vraiment, si je voulais ou pas, moi j'étais entourée par des livres. Mais moi, finalement, j'ai bien pensé à ça avant. Moi, j'ai vraiment, pour moi, c'était des caractères très forts. Pour moi, c'était les héroïnes fortes et marquantes, comme, j'avoue, comme Pippi Langstrumpf, comme Ronja Räubertochter et la Rote Zora. C'était la chef d'une bande de jeunes qui m'a profondément marquée parce que c'était des filles complètement différentes. C'était des filles avec une force magique et des filles indépendantes. Et moi, je voulais être comme ces filles-là, comme j'imagine pas mal d'autres filles aussi. Mais moi, c'était les caractères des héroïnes fortes qui m'ont vraiment marquée, oui. Oui, tu parles des héroïnes fortes et c'est une bonne transition, on peut dire, puisque j'aimerais parler du féminisme, parce que cet événement porte le féminisme dans son titre. Donc on ne parle pas généralement de l'égalité des sexes, mais vraiment d'un engagement
forte, je dirais, donc dédiée et militante. Et comment votre féminisme a-t-il développé? Qu'est-ce que vous a marqué dans ce sens-là? Eh bien, je dois avouer que j'ai toujours été scandalisée et en colère de la manière dont les filles étaient traitées. Dans ma culture et dans ma langue, même quand on annonce la naissance d'un enfant, en fait, ça ne se dit pas de la même manière quand c'est pour une fille ou un garçon. Et donc, quand une femme met au monde un garçon, on dit qu'elle a obesni, c'est-à-dire elle a augmenté quelque chose, elle a rajouté. Donc, ça veut dire que ce garçon qui vient de naître est un bien pour la famille. Mais quand elle met au monde une fille, on dit odagni, c'est-à-dire elle a éloigné. Ça veut dire que la fille déjà n'appartient pas à la famille. Et ça se vérifie aussi dans tous les aspects de la vie, parce que quand il s'agit d'inscrire les enfants à l'école, on inscrit d'abord les garçons. Quand il faut acheter les fournitures, on achète d'abord les fournitures pour les garçons. Même au niveau du collège, quand il fallait aller dans des activités culturelles, c'est les garçons qui ont le droit d'aller dans des activités culturelles, c'est les garçons qui ont le droit de jouer au foot, et pas les filles, etc. Donc, j'ai passé toute mon enfance à écouter qu'on m'énumère tous les interdits pour les filles. Et ça, déjà, ça me mettait vraiment en colère de voir que mes frères avaient beaucoup plus de liberté que moi, avaient beaucoup plus de droits que moi et avaient beaucoup plus d'opportunités que moi de faire des choses. Et puis, j'ai commencé aussi, voilà, avec la lecture, à lire les livres, etc. Mais quand j'ai été mariée de force et que j'ai eu mes filles, je me suis dit, je refuse en fait d'être une victime. Et surtout, je refuse de reproduire sur mes filles ce que moi-même j'ai vécu. Et pour cela, il fallait trouver le moyen d'avoir une voix qui serait suffisamment forte et qui allait résonner. Moi, ce sont mes filles qui m'ont donné cette possibilité, cette envie de publier, mais aussi d'aller à l'encontre de la société, de décrire tous ces tabous pour pouvoir changer les choses en passant par la littérature. D'accord, c'était les filles qui ont changé vraiment la perception et qui ont donné l'inspiration. Et pour vous, Johanna, c'était comment avec le féminisme? Là aussi, c'est très intéressant parce que c'est encore tout le contraire. Je trouve ça vraiment enrichissant là. Parce que moi, j'ai grandi dans un pays qui n'existe plus, c'est l'ex-RDA. Et donc, moi, finalement, j'ai connu un féminisme très pratiqué. C'est-à-dire que mes deux parents travaillaient tout le temps, travaillaient en même temps, aussi temps, et partageaient les rôles à la maison. Donc, quand ils rentraient le soir, c'était les deux qui faisaient les devoirs avec nous, qui faisaient à manger. Et il n'y avait pas de préférence. Et donc, l'ex-RDA, je dirais qu'ils ont vraiment réussi à offrir aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Donc, moi, j'ai grandi avec une égalité, disons, naturelle, inédite finalement, et je crois que à travers ma vie, de ma biographie, je voulais vraiment que cela serait aussi possible pour d'autres, et je voulais absolument transmettre cette chance et ce don, et surtout agir contre l'injustice, contre l'inégalité, et de donner la voix aux perspectives féminines, à la littérature féminine dans mon travail, oui. Alors, une autre bonne transition, puisque j'aimerais parler un peu, de la littérature, bien sûr. Et Djaïli, vous avez publié plusieurs romans sur la situation des femmes dans le Sahel, qui parlent du mariage forcé, de la violence contre les femmes, du viol. Et votre ouvrage se nourrit aussi de vos expériences personnelles. On a déjà un peu touché à ça, donc le mariage forcé. Pas exclusivement, donc ce sont des romans, donc ce n'est pas toujours très autobiographique. Mais pourriez-vous peut-être nous raconter un peu la genèse de votre premier livre qui était un témoignage autobiographique? En fait, que ce soit le premier ou alors le troisième, qu'on relie beaucoup à ma vie,
en fait, ce ne sont pas des romans autobiographiques, ce sont des fictions, mais des fictions quand même qui sont inspirées par la réalité. Je me suis inspirée de ma propre histoire pour écrire mon premier roman en 2010, qui est Walande, l'art de partager un mari, et aussi Les Impatientes, qui est mon troisième roman. Et donc, je me suis inspirée de moi, de ma vie, mais également de celle de mon entourage, toutes les femmes, en fait, que je connais. Et si, en lisant Les Impatientes, puisque c'est ça qui est aussi disponible ici en Occident, si en lisant Les Impatientes, ici, les gens peuvent se dire, non, mais c'est étonnant, etc. En Afrique, en fait, c'est une histoire totalement banale. Cette histoire aurait pu se passer dans n'importe quel pays du Sahel, que ce soit la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, etc. Et dans n'importe quel milieu social, c'est-à-dire ça peut être, les femmes peuvent être éduquées ou pas, elles peuvent venir d'un milieu urbain ou plutôt d'un milieu rural, elles peuvent être musulmanes, chrétiennes ou même animistes, en fait, ça change. La condition des femmes est la même pour tout le monde dans ces pays du Sahel. Et donc, quand j'ai écrit mon premier roman, Walande, l'art de partager un mari, ça a tout de suite été, la société était divisée en deux. Il y avait évidemment ceux qui disaient qu'elle est contre les traditions, elle veut faire rebeller les femmes, elle est même peut-être contre l'islam, etc. Mais à côté de ça, nous avons eu quand même une sorte de mouvement MeToo, où les femmes, pour la première fois, prenaient la parole et disaient « oui, moi, ça m'est arrivé, pour les autres aussi, etc. » Et pour le roman Les Impatientes qu'on connaît ici, eh bien, je peux dire que quelque part, il clôt un chapitre. Parce que j'avais vraiment envie de parler de toutes ces violences qui me rendaient vraiment folle de colère. Et je me suis dit, il fallait absolument que j'écrive un roman sur les violences faites aux femmes. Mais comment pouvoir parler de toutes les formes de violences faites aux femmes en allant sur un seul personnage ou sur un seul roman? Et puis un jour, lors d'une dédicace, quelqu'un, donc un jeune homme qui vient à la fin pour se faire dédicacer son livre, me donne un bout de papier, un format A4, où il avait écrit en langue peul ce qu'il a intitulé « Les conseils d'un père à sa fille ». Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai lu ces conseils, pour moi, tout de suite, ça a fait tic. Je me suis dit, ah mais oui, ces conseils-là, on les connaît. Toutes les femmes connaissent ces conseils par cœur. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mariage chez nous, personne ne vous dit félicitations, on te souhaite tout le bonheur du monde. Chez nous, on te dit tout simplement, sois patiente. Et quand on dit à une femme en Afrique, sois patiente, ça veut tout simplement dire, accepte tout, supporte tout, surtout sans te plaindre. Selon ce concept de la patience ou le muñal, une femme devrait faire abnégation de son bonheur, elle devrait se sacrifier pour son mari, pour sa famille, pour l'honneur, pour ses enfants, et ce n'est qu'à cette seule condition de sacrifice qu'elle devient une vraie femme, entre guillemets. Et donc, pour moi, parler de violence, ça pouvait être, le fil conducteur pouvait être tout simplement cette patience qu'on demande aux femmes et ce que les femmes voudraient dire tout haut et qui peut être un blasphème dans notre société, je ne veux plus être patiente. Et oui, vous êtes une femme très impatiente, je dirais. Et vous avez fondé en 2012 l'association Femmes du Sahel. Et dans les médias, vous exprimez souvent sur des questions donc des femmes, de l'égalité, du féminisme. Et pour vous, quelle est la relation entre votre travail d'écrivaine et votre engagement féministe? Est-ce que les deux sont séparés complètement ou y a-t-il une complémentarité? Pour moi, c'est même, je dirais même une continuité en fait, quelque chose qui s'est installé naturellement. Quand j'ai publié mon roman, je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun et qui ose aborder ces questions-là parce que ce sont des questions totalement taboues. Les femmes, ce qu'on nous inculpe, il y a, bon déjà pour expliquer un tout petit peu, je suis peut-être un peu longue, pour expliquer un tout petit peu donc, dans notre culture, il y a ce qu'on appelle le pulaku. Le pulaku, c'est l'ensemble des règles qui régissent la société.
Et dans ce poulard qui est inculqué aussi bien aux garçons qu'aux filles, on demande la pudeur, la patience, le sens de l'honneur, la dignité, la honte d'avoir honte. Et donc, par rapport à tout ça, parler des femmes, c'est une honte. Parler de la violence faite aux femmes, c'est aller à l'encontre de tous les principes du poulard, puisque le sens de la dignité n'y est pas, la patience n'y est pas, la honte n'y est pas, la pudeur n'y est pas, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment me mettre au banc de la société. Mais quand je l'ai fait, j'étais quand même contente et je me suis dit, voilà, maintenant que j'en ai parlé, peut-être que les autres femmes vont oser le faire et qu'en disant ce qu'on ressent et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire à notre place, peut-être que ça va avoir un impact. Mais après, il y avait quand même une certaine insatisfaction. Je me suis posé la question, oui, et maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que moi je fais pour changer véritablement les choses ? Est-ce que je dois donner l'exemple ? Ou alors est-ce que je dois juste en parler et puis me dire, voilà, c'est fait, j'ai fait mon devoir. Et donc c'est ça qui m'a motivée à ouvrir l'association. C'est Femmes du Sahel. Vous pouvez, si vous avez le temps, regarder simplement sur Google, c'est femmesdusahel.org simplement. Et donc avec l'association, nous avons 2 volets, l'éducation et le développement. Je pense que pour les femmes, la seule manière de pouvoir être indépendante ne peut passer que par l'éducation. Et donc, nous encourageons l'éducation des petites filles. Nous inscrivons les plus démunies d'entre elles à l'école. Pour cette année scolaire, par exemple, nous avons payé la scolarité pour 500 enfants. Nous menons également des grandes campagnes de sensibilisation dans les collèges et les lycées sur l'importance de l'éducation des filles, l'importance d'obtenir des diplômes et comment se prémunir des violences comme le harcèlement sexuel à l'école ou sur le chemin de l'école, le mariage précoce et forcé, etc. Nous créons aussi des bibliothèques parce que la seule différence qu'il y a eu entre toutes mes camarades de classe qui se sont résignées, sont restées des bonnes femmes, ce qu'on attend d'elles, et moi, c'est juste que moi, j'avais lu des livres et elles, non. Et donc, mettre des bibliothèques le plus possible partout où on a la possibilité d'en mettre, etc. Et donc, voilà à peu près ce qui m'a motivée à faire les 2. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence entre mon travail en tant qu'écrivain et les romans et puis mes activités associatives et militantistes. Et j'en profite aussi pour dire qu'après le concours des lycéens, je suis aussi ambassadrice de l'UNICEF. Et par là, donc, on continue tout simplement à pouvoir donner le plus de droits possible à la petite fille. D'accord, mais j'entends que les livres sont vraiment importants pour changer un peu la perception du monde, peut-être. C'est une arme redoutable, le livre. On s'en rend peut-être pas compte, mais par le livre, vraiment, on a une possibilité de changer les mentalités et de changer les choses. Et donc, Johanna, vous êtes dans un autre rôle. Je pense que vous avez aussi publié un livre, mais vous êtes plutôt, je dirais, éditrice, lectrice. Mais vous avez publié de nombreux auteurs français en Allemagne, et notamment beaucoup de livres écrits par des femmes, que je trouve très intéressant. Est-ce que cela était par hasard ou c'était une décision que vous avez faite, une décision peut-être même féministe? Oui, mais je dirais de façon indirecte, parce que d'après ce que j'avais raconté tout à l'heure, comme j'ai été moi-même vraiment marquée par une égalité entre hommes et femmes à travers mon enfance, et marquée par la littérature également, je voulais absolument aussi donner une plateforme aux voix féminines moins connues et de redécouvrir surtout aussi des femmes, disons, oubliées. Et un livre qui m'a énormément accompagnée, c'était un livre sur une avocate que vous connaissez peut-être aussi, Gisèle Halimi, qui avait travaillé énormément sur différents niveaux, donc comme écrivaine, comme avocate, comme journaliste, mais aussi parce qu'elle avait fondé un mouvement pour des femmes dans les années 60-70. C'était une vraie pionnière et on a publié sa biographie
Toi, Julia, tu avais même écrit la préface, donc j'étais très heureuse de travailler avec toi là-dessus. Et je trouve que ce qu'il faut faire comme éditrice, comme maison d'édition, c'est aussi de redécouvrir des femmes clés de l'histoire pour se rendre compte d'où est-ce qu'on vient, parce que nous, on est là aujourd'hui parce qu'il y a eu ces femmes avant nous qui se sont vraiment battues pendant toute leur vie pour l'égalité des femmes, pour la liberté des femmes et pour l'indépendance des femmes. Donc ça, sur un plan déjà de redécouverte des personnages oubliés. Et en même temps, dans la littérature, je trouve ça très intéressant, très important aussi de mettre en avance encore les voix féminines. Même jusqu'à là, aujourd'hui, je trouve que la littérature, elle est encore dominée par des hommes. Donc, à mon avis, il y a encore du travail à faire. On ne peut pas arrêter de publier des femmes, des écrivaines. Et récemment, j'avais publié aussi un livre sur un premier roman, Sarah Juline Fardel, dans une maison indépendante à Paris, Sabine Vespizer. Et elle, notamment aussi, elle a écrit dans ce premier roman d'une façon extraordinaire sur la violence qu'elle et sa sœur et sa mère ont vécu à travers son père. C'est donc le père qui a complètement tyrannisé la famille. Et elle, ce roman, c'est finalement l'essai de se libérer de ce passé super violent, de ce père tyrannisant. Et elle y arrive à travers l'expérience aussi sexuelle, corporelle avec d'autres femmes. Mais finalement, elle se trouve elle-même, elle est même capable de vivre une histoire d'amour avec un homme. Mais elle a dû faire ce chemin, elle a dû faire ce processus et de vivre avec elle comment le passé s'inscrit dans un corps de femme. Ça m'a complètement bouleversée, marquée. Et ce livre, il est tout simplement génial et je suis très contente qu'il soit accessible au marché allemand aussi. Oui, donc ce sujet, donc le corps féminin, me semble très intéressant puisqu'en préparant cette discussion, vous l'avez déjà constaté dans le livre donc ça s'appelle comment ? Sa préférée. Sa préférée, oui, c'est ça. J'aimerais dire la favorite, non, c'est pas ça. Sa préférée, mais aussi dans vos livres, Djaïli, donc le corps féminin joue un rôle éminent, je dirais. Donc il est utilisé, il est violé, il est vendu et acheté. Et dans Les Impatients, vous racontez les histoires des 3 femmes qui sont victimes des mariages forcés, qui sont abusées et violées. Et votre roman Corps du Sahel est l'histoire d'une jeune femme, Faïdé, qui travaille comme domestique pour une famille aisée. Et elle et les autres domestiques font toujours l'objet d'attention des hommes. Mais il y a toujours ce danger latent, je dirais. Et donc, pour vous deux, comment est-ce que la littérature dépasse son sujet de départ, puisqu'on parle du corps féminin, mais en fait, on parle de beaucoup de choses, en fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, mon idée, c'est vraiment... donc, parce qu'on parle du corps féminin et qui se passe avec ce corps, mais en faisant cela, on parle de beaucoup de choses qui dépassent donc ce sujet. On parle du rôle de la femme dans la société, par exemple. Et qu'est-ce qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas très sûre d'avoir compris la question. Mais bon... Moi, je vais juste essayer de parler un peu. Parlons un peu du corps féminin, en fait. Quel rôle joue-t-il dans vos romans ? Eh bien, les personnes existent évidemment par rapport à leur corps et pour les femmes, c'est la même chose. Mais évidemment, le corps féminin, quand on prend sur les deux, mais finalement sur mes 4 romans, est utilisé évidemment pour je vais dire, par rapport à certaines choses, certains aspects qui n'ont absolument rien à voir avec la femme elle-même. On se rend compte que quand on parle de mariage précoce et forcé, à 50%, c'est des facteurs socioculturels. Et dans ces facteurs socioculturels, il faut envoyer les filles en mariage le plus tôt possible, tout simplement pour préserver
la dignité de la famille. Donc, on a l'impression que l'honneur, la dignité de la famille est directement reliée à la virginité des femmes, ce qui n'a absolument rien à voir. Et on se rend compte aussi que le viol conjugal reste accepté dans la société. Et à ce moment-là, on n'arrive même pas, et ça je pense que même ici en Occident, à se dire que le viol peut exister aussi dans le mariage. Alors chez nous, en Afrique subsaharienne, c'est encore pire puisque le viol est même exigé lors du mariage. C'est comme si le fait pour la femme de céder, d'accepter, de souffrir, faisait d'elle le porte-étendard de toute une famille, de la dignité patriarcale, entre guillemets. Et donc, voilà, je voulais aussi, pour moi, évoquer tous ces sujets-là et pouvoir en parler, même si ça reste évidemment des sujets absolument tabous et que jusqu'aujourd'hui, chez nous, au Cameroun, mais finalement partout en Afrique, une femme qui est violée, eh bien, elle a toutes les peines du monde à porter plainte, tout simplement parce que de victime, elle devient l'accusée. On va lui poser, même si elle veut porter plainte, en allant à la police, la première des choses qu'on va lui poser comme question, c'est est-ce que tu es sûr que ça ne t'a pas fait plaisir, tu étais où, ça s'est passé à quelle heure, tu étais habillée comment, etc. Et je vais aller un peu plus loin dans la question, par exemple, où une fois, quand les impatientes venaient de sortir, j'étais invitée à Morges pour un festival. Et on était sur une table ronde, voilà. Et sur cette table ronde, il y avait plusieurs femmes féministes. Et il y avait donc des membres du Femen. Et là, la question que la modératrice a posée aussi, c'était par rapport, voilà, à nos droits, à comment on perçoit le féminisme, etc. Et elle, il y en avait une qui disait, oui, mais nous, ce qu'on réclame, parce qu'elle était vraiment très motivée, j'étais même admirative, à un moment, elle dit, ce que nous, on réclame, c'est que les filles puissent aller à l'école, au collège, sans soutien-gorge. Et après, la modératrice me pose la question, qu'est-ce que tu en penses, Djaïli? Moi, je suis en train de me battre pour que les filles aient le droit de mettre un pagne au-dessus de leur uniforme si ça leur permet d'aller à l'école. Pourquoi est-ce que la tenue des femmes, l'habillement de femmes doit devenir un sujet de débat? Moi, sincèrement, je n'ai pas encore compris ça. Autant on ne pose pas la question aux hommes, autant pour les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent marcher nues ou alors voilà, mettre de la peinture sur leur corps, tout le corps en noir et marcher dans la rue. Pour moi, je m'en fiche. En fait, ça ne devrait pas être un sujet de débat. Bon, ça devient politique. Oui, vous avez... Après, comme je n'ai pas compris la question, je me suis réinventé les réponses. Non, mais c'était très bien, non, mais moi j'ai l'impression que le corps féminin, ça joue un rôle très important maintenant dans la littérature, puisqu'on a eu cette discussion MeToo, par exemple, et on parle beaucoup de ce que les femmes doivent faire ou ne doivent pas faire. Et donc, Johanna, vous le voyez aussi dans la littérature, donc ce sujet, par exemple, dans sa préférée, mais est-ce que ça concerne aussi des autres livres peut-être que vous avez publiés? Absolument, je crois que c'est comme vous l'avez dit là tout à l'heure aussi, c'est à travers du corps qu'on parle, voilà, aussi d'une femme, etc. Notamment dans sa préférée, ça joue un rôle clé parce que justement, le père qui avait agressé la fille, qui avait donc vraiment il ne l'a pas violée, mais il l'avait frappée plusieurs fois, elle a vu comment sa mère a été frappée, etc. Donc elle n'a pas de relation envers son propre corps. Donc ce qu'il faut faire, et ce que le livre montre, c'est tout le processus à se reconquérir son propre corps. Et moi, je trouve ça fascinant, parce que c'est la relation centrale quand même envers son propre corps. Et puis, c'est donc à travers les relations avec des femmes d'abord, les relations physiques, qu'elle puisse, pour la première fois dans sa vie aussi, laisser quelqu'un découvrir son corps et sentir des sentiments positifs. Parce que pour elle, le corps, son propre corps, était lié à quelque chose
de peur, de brutal et de négatif complètement. Donc c'est toute une... Oui, c'est comme une révolution parce qu'elle se reprend son propre corps. Et oui, le corps, je pense que c'est toujours un peu un sujet tabou, vous l'avez mentionné aussi. Et je me suis demandé, donc, pour vous deux, de quelle manière l'écriture permet d'aborder certains sujets peut-être tabous, et dans notre cas, les sujets féministes. Donc, comment est-ce que la littérature nous permet de parler de certaines choses et de discuter donc aussi des choses compliquées? Eh bien, oui. En comparaison avec, par exemple, une discussion comme ça, donc qu'est-ce que la littérature nous offre? Je pense que la littérature, c'est d'abord un espace libre. C'est la possibilité de pouvoir parler de tous les sujets qui nous préoccupent. Et chacun est libre d'aborder ces sujets comme il l'entend, comme il le veut, dans la forme qu'il veut. Je pense que c'est ça, cette liberté qu'offre la littérature. Pour moi, c'est extrêmement, non seulement important, mais vraiment aujourd'hui à préserver. Parce que le plus difficile aussi pour les auteurs, je parle surtout de moi, c'est de faire attention à ne pas s'auto-censurer, parce qu'on a tendance, quand on est une femme et qu'on veut parler des femmes, du féminisme, de la liberté, de l'égalité des chances, de l'égalité des genres, c'est de se dire jusqu'à quel niveau je peux aller, en fait, pour ne pas choquer autres. Mais on devrait quand même, à tout moment, oublier le lecteur qu'on aura et oublier les opinions que les autres vont avoir par rapport à ça, pour simplement laisser parler sa liberté et sa plume. Donc, moi, je le prends plutôt dans ce sens-là. Et quels sont les avantages d'aborder certains sujets dans un roman, en récit, comparativement à, par exemple, un ouvrage pratique, un essai ou un article de presse? Eh bien, la fiction, comme je l'ai dit, c'est un espace de liberté. Je peux décider de mettre mon personnage, déjà d'inventer ce personnage, de faire de lui un méchant, un gentil, de le mettre où je veux, dans l'espace, dans le temps. C'est la liberté, en fait, de faire ce qu'on veut, mais également, c'est très commode de se cacher derrière un personnage de fiction pour dire certaines vérités. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes, quelquefois dans les conférences, qui viennent vers moi carrément, même d'un ton très agressif. « Mais tu as dit ceci !» Non, c'est pas moi qui l'ai dit, en fait, c'est le personnage du roman. Donc, je suis totalement innocente dans cette histoire. Oui, mais ce personnage, tu te fous de moi, c'est toi qui l'as écrit. Oui, mais en fait, je l'ai écrit, mais c'est pas moi. Donc, je pense que ça nous permet d'avoir de la distance par rapport à ce qu'on a envie de dire, et ça nous donne une liberté d'aller encore plus loin dans les choses. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, il faut faire extrêmement attention à ne pas s'autocensurer aussi. Moi j'ajouterais surtout l'identification, parce que je trouve que la littérature, ce qui la distingue de la non-fiction ou du reportage, comme tu disais tout à l'heure, c'est la possibilité de s'identifier complètement avec les personnages, les caractères. Et je crois que c'est à travers l'identification que naît aussi une intensité qui est nécessaire pour comprendre, d'autres horizons, découvrir d'autres mondes et d'autres perspectives surtout. Et je crois que, par exemple, donc, le livre dont nous avons parlé, Sarah Joline Fardel, le même livre en non-fiction, ça serait complètement autre chose. Donc je crois que la littérature, c'est à travers l'identification qui est née. C'est une relation entre donc, l'autrice et la lectrice qui est singulière que fait que la littérature. Et c'est grâce à la littérature, je crois, que les thèmes puissent aussi se transmettre de cette façon. Et Jolie, avez-vous l'impression que le fait que vous êtes donc une écrivaine féministe, je dirais, est parfois un désavantage, puisque moi aussi je suis auteure féministe et parfois c'est difficile d'être prise au sérieux, je dirais, puisque déjà pour les femmes qui écrivent, c'est toujours un peu comme, oui, c'est la littérature des femmes, mais qu'est-ce que c'est la littérature des femmes? Donc il n'existe pas une littérature des hommes. Et donc pour vous, c'est comment? C'est difficile ou pas?
Déjà, pour moi, rien que le fait d'écrire, c'était exceptionnel en fait, parce que j'étais dans un environnement où rien ne me prédestinait à écrire ou même à lire. Donc, j'ai décidé quand même de le faire parce que j'ai aimé ça. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser la littérature pour défendre des causes. Le fait que je sois une femme qui écrit, ça c'est quelque chose. Le fait que je sois une femme qui devient la voix de toutes les femmes qui ne peuvent pas écrire et qui parle des femmes et qui est finalement cataloguée presque comme une femme féministe. Là, évidemment, ça fait pas une double casquette, mais c'est comme si ça devrait aller de soi, en fait. Les femmes ne pouvaient parler que d'elles, que les femmes devraient écrire que pour les femmes et qu'elles devraient automatiquement être féministes. Et donc, une femme qui écrit est automatiquement une rebelle dans ma société. Et donc, ça, je voulais aussi dire aux gens que non, en fait, c'est vrai que je parle des femmes, mais c'est un choix personnel. J'aurais pu parler de n'importe quoi. J'aurais pu aussi écrire un livre où c'est un chien, par exemple, qui est l'héros principal. Ça, c'est tout à fait possible. L'écrivain a la possibilité et la liberté de faire ce qu'il veut. Mais être catalogué comme féministe, ça vous ouvre aussi à beaucoup d'aspects négatifs en réalité dans notre société, où les féministes, ou ce qu'on appelle féministes, en fait c'est juste entre guillemets des femmes qui sont en guerre envers les hommes et avec tous les hommes. Mais moi je ne suis en guerre avec personne, en fait je suis en guerre peut-être contre l'obscurantisme, je suis en guerre contre voilà, toutes les mauvaises pratiques, le terrorisme, etc. Mais je ne suis pas en colère envers les hommes et je ne veux pas être les ennemis des hommes et je n'écris pas pour les femmes. Juste ma littérature, elle est destinée à tout le monde. Je veux juste qu'on change les mentalités, qu'on change les mœurs et qu'on puisse avancer et aller vers une société plus égalitaire, c'est tout. Peut-être que je n'ai pas répondu à la question. Non, non. D'ailleurs, j'ai oublié la réponse. Pas du tout. C'est une très bonne réponse. Et Johanna, pour vous, c'est comment, puisque le féminisme, c'est un sujet un peu d'actualité et un peu cool, je dirais. Mais est-ce que vous avez l'impression que pour les écrivaines donc féministes, est-ce que ça peut aussi être un désavantage dans le monde de la publicité, de la littérature? Oui, évidemment, moi je ne peux pas parler pour les autrices, mais oui, à mon avis, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a toujours aussi des soi-disant critiques ennemis qui voilà, réduisent les autrices sur un seul fait d'être féministes. Ça c'est triste, mais je crois qu'il faut se battre contre tout cela. Et moi je suis très optimiste et très contente et très heureuse de pouvoir là maintenant aussi travailler pour une maison d'édition qui s'est toujours depuis toujours engagée pour la littérature féministe, c'est Kiepenheuer & Witsch, qui publie donc des autrices comme Zadie Smith, comme Sophie Oxane, comme Virginie Despentes, comme Miranda July, donc des femmes fortes, Sophie Passmann, des femmes fortes qui se défendent jusqu'aux limites. Et je crois qu'il faut continuer tout simplement, il faut y aller. Les autrices ont aussi une maison d'édition derrière elles qui, au cas où, les défendent. Et d'après vous deux, donc quelles sont les limites d'un tel engagement politique et féministe dans la littérature? Donc est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il n'y a pas de limites pour vous? Comment ça se présente? Pour moi, je déteste le mot limite. Moi aussi. Donc, je pense vous êtes impatiente, donc pas de limite. Donc je pense que le monde voilà, est divers, infini, et qu'avec en plus la littérature, cette liberté extraordinaire qu'elle offre, eh bien, voilà, donc pour moi, il n'y a pas de limite par rapport à ce qu'on a à dire, par rapport à ce qu'on a envie de dire et par rapport à ce qu'on a envie d'écrire. Une fois qu'on se met des limites, eh bien, en ce moment-là, je pense que
que plus rien n'irait en fait. Ce serait grave. Mais vous avez quand même fondé une association, donc je ne dirais pas qu'il y a des limites, mais vous avez eu l'impression qu'il faut faire encore donc des choses un peu plus concrètes, peut-être? Je pense que ce qu'on fait, c'est déjà du concret. Mais évidemment, on voudrait faire beaucoup plus. Mais peu importe ce qu'on fait, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et j'en profite par exemple, si l'une des causes que je défends le plus, c'est la lutte donc contre le mariage précoce et forcé. Quand on prend le mariage précoce et forcé, c'est d'abord l'une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce que c'est une violence qui entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Et le mariage précoce et forcé, aujourd'hui, rien que dans ma région natale, concerne 60% des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans et les 2/3 d'entre elles avant l'âge de 15 ans. Mais si on voit maintenant les causes de cette violence, on va citer peut-être à environ 45% les raisons socioculturelles, dans tout ce qui est tradition et autres, à environ 10% les causes religieuses, dont on va parler de l'islam, du christianisme, de l'animisme, etc., mais des religions africaines. Mais pour le reste, c'est la précarité qui elle-même est directement liée au changement climatique, à la précarité alimentaire, à l'insécurité créée par des groupes terroristes comme Boko Haram, etc., aux guerres, à l'insécurité, les violences. Donc, tout ça. Et donc, quand on prend donc ces 50% liés à d'autres causes, en ce moment-là, comment on fait en tant qu'association ou juste en tant qu'écrivain pour pouvoir changer ça? Peut-être la limite, c'est ça. Mais cette limite-là, peut-être que si les États s'y mettaient, si tout le monde prenait conscience et qu'on se disait, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va vivre dans un monde où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de terrorisme, il n'y aura plus de... je pense qu'il faut une femme quand même à la tête de tous ces États, de l'ONU, etc. Et à ce moment-là, peut-être que les choses vont changer. La limite, elle est là, en fait. C'est qu'à un moment, on a l'impression d'être totalement impuissant, de se battre, de se dire, voilà, je sensibilise. Je fais des choses pour pouvoir me battre contre une violence, mais qu'après, je ne peux rien en fait s'il ne pleut plus. Si parce qu'il ne pleut plus, les gens vont mourir de faim et que les premières victimes de ça, c'est les filles qu'on va envoyer en mariage parce qu'on ne peut pas s'en occuper, parce qu'on ne peut plus les nourrir. C'est le fait qu'il y ait Boko Haram et tous les autres groupes terroristes qui vont enlever les filles, en faire des esclaves sexuels, etc. Et qu'on se dise on va les marier ou on va même les donner en cadeau à quelqu'un pour voilà, avoir à les protéger parce qu'on ne veut pas qu'elles soient enlevées, qu'elles soient utilisées comme bombes humaines, qu'elles soient utilisées comme ces esclaves sexuels, etc. Donc, comment on se bat contre ça? Et donc, Johanna, avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, je trouve que c'est pas possible de rajouter vraiment, mais je trouve que c'est vraiment génial qu'on soit ici, là, maintenant, au pavillon, au milieu de la foire du livre, parce qu'on est là pour s'échanger, on est là pour acheter des livres, on est là pour fêter la littérature aussi. Et ça continue. Il faut qu'on continue tous et toutes à se battre pour la littérature féministe. Et là, ici, sur la foire, donc moi aussi, je viens d'acheter des projets sur... par exemple, un des projets, c'est sur Maria Schneider, la fameuse actrice du Dernier Tango à Paris, qui avait déjà, à l'âge de 19 ans, dans les années 60-70, su faire du même débat MeToo qu'aujourd'hui. Donc, ça montre que l'histoire, ça se développe, mais ça continue. Et il faut continuer, nous aussi, à faire des livres importants et à en parler et à s'échanger. Donc, je résume, on n'accepte pas les limites, on est impatiente et on se bat et on publie des beaux livres des femmes, des livres féministes. Et merci à vous deux, merci au public, merci d'être venus. Et alors, encore une bonne journée. Merci. Merci beaucoup.